Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Là, il faut vraiment le souligner, sans publicité. Du copinage, pas de publicité. Du copinage, pas de publicité. Merci Thierry. Araka, l'émission 198 du 26 mars 2013. On se pèle toujours les fesses dehors. Le printemps est en retard sur l'horaire, quoi, si on peut dire ça comme ça. On s'en était pas perçu. C'est la météo qui nous le rappelle. Merci la météo. Avec donc une émission consacrée à l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique en toc, l'artiste et la religion, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, avec notre piqué-coup dans la régie, notre Jean qui est pas encore là pour cause de rééducation, pas de rééducation politique, mais de rééducation physique. Et puis une petite citation du camarade Élisée Reclus concernant la fonction, si on peut dire, de l'anarchiste. Aussi longtemps que la société sera basée sur l'autorité, et en ce moment, nous vivons sous l'autorité de la social-démocratie, les anarchistes resteront en état perpétuel d'insurrection. Debout, debout là-dedans. Voilà. Et tout de suite, une petite pause musicale là, que notre camarade Piqueco va lancer. Bonjour, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. C'était Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Oui, pour évoquer avec vous une triste histoire comme toutes celles qui concernent où sont impliqués les politiques d'hier et d'aujourd'hui. Sur le Canard enchaîné, un article intitulé Mémoire d'outre-tombe de Sorge Chalandon, consacré aux enfants de la bombe, de Christine Bonnet et Jean-Philippe Desbordes. Voilà. Pour rappeler quand même que l'État tue, et l'État tue sans état d'âme, si on peut dire ça de cette façon. En 1966, pour ceux qui n'étaient pas encore nés ou ceux qui ont la mémoire courte, explosait la première bombe atomique française
plein air, à Mururoa dans le Pacifique, sous l'œil paternel du général de Gaulle. Voilà. Une bombe, si vous voulez, à propos de laquelle, de cet essai nucléaire, le ministère de la Défense, dans un rapport secret, ses stratèges ont écrit « Une évacuation préventive des îles Gambier avant l'explosion est exclue pour des motifs psychologiques et politiques. » Voilà, c'est-à-dire que, et tout au long de ce chemin terrifiant des explosions atomiques en plein air ou en sous-sol, jusqu'à ce que ces expériences soient arrêtées, c'était du temps du père Chichi, je crois, qui les a aussi refait fonctionner pour un moment. Eh bien, on a toujours su qu'il y aurait des retombées sur les populations civiles. On a toujours su aussi que des militaires exposés en prenaient plein la gueule, et que des scientifiques aussi en prenaient plein la gueule, mais on cachait tout ça, il fallait pas affoler les populations, ce qui fait qu'il y a énormément de personnel civil, politique, pardon, les politiques, non, ils sont toujours à l'écart, ils savent se protéger le cul, de personnel civil, militaire, et puis quelques scientifiques en ont pris plein la tronche, et ils sont morts de cancer, etc., etc., et même après cette première explosion, ou une autre, parce qu'il y en a eu tellement, eh bien, les enfants, je crois que c'est celle-là, en tout cas, les enfants des écoles, des îles Gambier, ont, au lendemain, ou dans les jours qui ont suivi cette première explosion à Mururoa, ont été pris de vomissements, de diarrhée, de maux de tête, etc., etc. Et voilà, les autorités politiques et militaires, évidemment, n'ont jamais reconnu, n'ont jamais soulevé le voile sur les raisons réelles de ces indispositions assez graves, etc. Bon, voilà, pour dire que, si vous voulez, et là, je pense que j'apprendrai rien à ceux qui veulent savoir, parce qu'il y a toujours ceux qui veulent pas savoir, qui se foutent la tête dans le sable comme les autruches, et un vieux machin qu'on rebâche encore un peu aujourd'hui. Voilà, ils veulent pas savoir, ben ils sauront pas, puis tant pis pour eux. Mais pour ceux qui veulent savoir, eh bien, voilà, c'est un rappel, une piqûre de rappel pour bien dire que les politiques, quels qu'ils soient, en fait, font leur petit business, comme récemment cette guerre au Mali, où le Parlement n'a même pas été consulté pour y aller, comme dans toutes les guerres en Afghanistan, etc., etc. Le peuple, il a pas à la ramener, hein, il suit quoi au pas cadencé, et les socialistes sont pas mieux que leurs prédécesseurs. Et d'ailleurs, dans l'histoire des politiques socialistes, depuis très longtemps, on sait quelle est leur quelle est leur façon de gouverner, qui est aussi autoritaire que celle de la droite, et le petit Flamby là qui préside aux destinées de ce pays n'est pas tout à fait différent de ses prédécesseurs, du va-t-en-guerre Sarkozy. Maintenant, on a le va-t-en-guerre Hollande, quoi. Bon, voilà. C'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est mal. Moi, je constate seulement que, si vous voulez, il y a une vérité officielle et puis il y a la vérité tout court, et c'est tout à fait différent. C'est assez honteux, puisque on connaît le scandale de l'amiante, on connaît le scandale du Mediator, le scandale du sang contaminé, toutes ces choses-là, les politiques étaient impliqués, s'en sont sortis sans problème. Les morts sont morts, bon, on va pas les ressusciter, hein. Mais enfin, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de tout ça, c'est à mettre dans la corbeille des pertes et profits, surtout des pertes pour nous, et des profits pour les autres. C'est les autres, je peux encore une fois les désigner, ceux qui n'ont pas compris qu'on était administré, je dis pas dirigé, hein, parce que j'évite ce mot, qu'on était administré par des incapables, des criminels, et tout ce qu'on peut trouver comme adjectif pour les qualifier, ben c'est que bon, voilà, ça changera pas tout de suite. On en a encore l'exemple avec Chypre,
et ce qui s'y passe, ou encore sont encore les clampins qui devront payer, et puis aussi cette prévision d'un responsable européen, un haut responsable, je me souviens plus parce que ça m'intéresse le nom des responsables européens, je veux pas mobiliser ma cervelle pour retenir leur nom, mais qui a déclaré que bon, l'expérience chypriote pouvait se répéter ailleurs. Voilà ce qui nous attend quand on aura compris que si vous voulez, ceux qui payent, c'est toujours les mêmes, c'est nous. En fin de compte, on paye les conneries des banquiers et de leurs actionnaires surtout, parce que ceux-là, on les inquiète pas. Hein. Non, à mon avis, c'est les premiers qui devraient être taxés, mais non, pas du tout, pas leurs actionnaires. Ceux qui sont taxés, c'est nous, encore une fois. Alors ils vous disent, oui, les revenus supérieurs à 100 000 euros, pour commencer, quoi, parce que le Parlement grec a refusé que les petits épargnants soient taxés, mais c'est qu'une chose un petit peu remise de côté pour l'instant, mais vous inquiétez pas que ça reviendra sur le tapis et puis que là tout le monde y pensera, quoi. Comme les irradiés des îles Gambier, comme les irradiés du Sahara. Entre autres, il y a un mec, un scientifique qui a filmé tout ce qui s'est passé, tous les essais nucléaires et tout ça. Il en est mort à 54 ans d'ailleurs, par un cancer tout à fait rare, qui est un cancer des fosses nasales. Vous voyez, là où la radioactivité va se nicher. Évidemment, on respire aussi avec le nez. Et là, les atomes en ont profité pour lui nettoyer les fosses nasales d'une manière radicale, ce qui lui a permis de la glisser. Voilà. Bon, je ne vais pas vous plomber trop le moral, mais il faut que, pour ceux en tout cas qui cherchent à comprendre et qui veulent se préserver de ces choses-là, je veux dire, les mecs, vous êtes comme tout le monde, malgré que vous sachiez, malgré que vous êtes informés, vous y passerez aussi comme nous tous. Voilà. Donc moi, je vais vous parler carrément d'autre chose. Je vais raconter des petites histoires de cartes de crédit. Carte de fidélité, fidèle un jour, fiché toujours. Donc je reprends le titre d'un documentaire qui a été diffusé sur la 5 la semaine dernière. Donc malheureusement, il n'est plus disponible sur la toile et je vais essayer de vous en restituer la substantifique moelle. En une quinzaine d'années, les cartes de fidélité ont envahi les porte-monnaies des consommateurs. 9 Français sur 10 en possèdent. Elles sont environ 50 millions en France. Sous prétexte de proposer une poignée d'euros de réduction, ces cartes incitent à la consommation. Au moyen de bons, de cadeaux bien ciblés ou de crédits, les chaînes de la grande distribution récompensent leurs meilleurs clients, les incitent à revenir et en attirent de nouveaux. Comment ? Pour l'obtention des dites cartes, un formulaire à remplir avec 3 zones clés. L'email, le numéro de portable et la date de naissance. Ces documents sont réceptionnés par des sociétés gestionnaires qui trient, scannent et stockent ces documents sur des disques durs immenses pour constituer des bases de données, des fichiers clientèle précieux pour les magasins. Un zapping, à titre d'exemple, on voit un zapping sur un écran d'ordinateur de cette société qui permet de voir en temps réel le caddie d'une cliente, son numéro de carte de fidélité. Le coût d'exploitation des 10 fichiers est élevé et rapporte gros à la société gestionnaire. Environ entre 50 centimes et 2 euros par carte gérée, quoi. Mais cette carte ne serait pas si terrible si elle n'était associée le plus souvent à un établissement financier. Elles ouvrent droit à un crédit renouvelable qui met à disposition une réserve d'argent qui se régénère au fur et à mesure des remboursements. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Cet argent est prêté à un taux de 19%. Rien de plus facile pour obtenir cette carte que de présenter un RIB et une pièce d'identité à l'accueil du magasin et de pianoter ensuite à la caisse sur l'option payer en plusieurs mensualités. Aucun contrôle sur le nombre de cartes en votre possession. Cette manip est possible dans toutes les enseignes et là, gare au surendettement. Plus performante encore, la carte bancaire Accor, délivrée par les enseignes. Une carte bancaire au prix attractif couplée à une carte de crédit dans tous les magasins. Là encore, le coût du crédit renouvelable, 19%. Et toujours plus performante, les chercheurs en marketing ne manquent pas d'imagination avec la carte Lyoness, qui en plus des bons d'achat proposés est une véritable escroquerie. Elle propose aux clients d'être membres premium, de verser un acompte qui leur sera reversé en bons d'achat. Mais c'est surtout en parrainant d'autres membres qu'ils s'enrichiront, car ils percevront une commission
à chaque utilisation de cette carte par chacun de leurs filleuls. Cette structure pyramidale est complètement interdite en France. Mais les commerciaux, lorsqu'ils sont interrogés, sont loin de la présenter de cette manière. Et enfin, dernière trouvaille, le programme Fiddle, qui permet de scanner ses cartes de fidélité sur son téléphone portable et qui inclut une géolocalisation. Vous êtes ainsi suivi pas à pas dans les allées des centres commerciaux, ce qui vous évite de passer à côté de précieuses infos sur les promotions qui vous sont proposées par l'affichage d'une petite bulle rose devant les devantures susceptibles de vous intéresser. Voilà. Donc si tout simplement on se débarrassait de ces petits bouts de plastique pour acheter ce dont on a besoin quand bon nous semble. Oui, ça devient utopique, mais pourtant, c'est de cette manière qu'on pourrait approcher un semblant de liberté individuelle. Merci Dominique pour cet exposé tout à fait lumineux. C'était Gilbert Bécaud. Ah, si j'avais des sous. Ah, j'espère que notre Claude et notre André, les fidèles auditeurs du côté de la Nation, qui ont consacré une vie de travail, parce que maintenant ils ont quand même plus de 80 balais, hein. Voilà, consacré une vie de travail pour une vie modeste de retraité. Voilà. Mais qui suivent notre émission régulièrement et on n'en est pas peu fiers. Donc on leur fait un grand coucou. Et on espère que tout roule pour eux. Et puis, tout de suite, pour suivre, si vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans bête, sans pub, à Racaille, la 198e. Dans 2 semaines, on sera la 200e. Je pense qu'on va fêter ça dignement avec une boutange de chêne. Ça nous rendra un peu plus blablateur que d'habitude. Pour une émission consacrée cette fois-ci aux artistes oubliés, c'est la 3e consacrée aux artistes oubliés. Et voilà, on va aussi, Piqueco va nous lire un texte que d'autres gens nous a concocté sur les maîtres anciens par Thomas Bernard, 1931-1989. Ouais, d'ailleurs, on peut souligner que c'est une auditrice qui nous avait appelé en fin d'émission pour nous parler de ce livre. D'accord, merci à l'auditrice de la fin d'émission. Dans cette comédie, dont Piqueco va vous lire un extrait, le dramaturge autrichien Thomas Bernard, par le biais d'un personnage qui vient contempler, chaque jour ou presque et pendant des heures, un tableau du Tintoret, règle ses comptes avec la société occidentale et au-delà, avec toute l'humanité. Vaste sujet, ma chère Dominique. Ces soi-disant maîtres anciens sont en fait des ratés. Ils ont tous été, sans exception, condamnés au ratage, et dans chaque détail de leurs œuvres, l'observateur peut constater ce ratage dans chaque coup de pinceau. Voilà ce qu'a dit Régeur dans le plus petit et le plus infime détail.
La plupart ont raté les mains. Il n'y a pas dans le musée d'art ancien un seul tableau où l'on pourrait voir une main génialement peinte, ou ne serait-ce qu'une main remarquablement peinte. Sans cesse, rien que ces mains ratées d'une manière si tragicomique. Le Gréco n'a jamais su peindre, ne serait-ce qu'une seule main. Les mains du Gréco ont toujours l'air de lavettes sales et mouillées, mais il n'y a même pas un Gréco au musée d'art ancien. Et Goya, qui n'est d'ailleurs pas représenté non plus au musée d'art ancien, s'est bien gardé de rendre avec précision ne serait-ce qu'une seule main. Pour ce qui est des mains goyesques, Goya lui-même est resté coincé dans le dilettantisme, ce terrible immense Goya que je place au-dessus de tous les peintres qui ont jamais peint. Voilà ce qu'a dit Régeur. Et en plus, c'est carrément déprimant de ne jamais voir ici, dans ce musée d'art ancien, qu'un art qu'il faut bien qualifier d'art étatique habsbourgeois catholique, ennemi de l'esprit. Depuis des décennies, c'est toujours la même chose. Je vais au musée d'art ancien et je pense, le musée d'art ancien n'a même pas un Goya. Qu'il n'ait pas de Gréco, en ce qui me concerne, moi et ma conception de l'art, ce n'est pas un malheur. Mais que le musée d'art ancien n'ait pas un Goya, c'est positivement un malheur. Voilà ce qu'a dit Régeur. J'ajoute à cela que le musée d'art ancien correspond totalement au goût artistique des Habsbourg, qui en vérité, du moins pour ce qui est de la peinture, avait un goût catholique répugnant, complètement dépourvu d'esprit. Pour la peinture, les Habsbourg catholiques n'avaient pas un penchant beaucoup plus grand que pour la littérature, parce que la peinture et la littérature leur ont toujours paru des arts dangereux, à la différence de la musique, qui n'aurait jamais pu devenir dangereuse pour eux. L'hypocrisie habsbourgeoise, la débilité mentale habsbourgeoise, la perversité religieuse habsbourgeoise sont accrochés à tous ces murs. Telle est la vérité. Voilà ce qu'a dit Régeur. Et dans tous ces tableaux, même dans les paysages, cet infantilisme pervers de la foi catholique, l'ignoble hypocrisie de l'Église, même dans les tableaux qui ont l'exigence picturale la plus haute. Oui, la plus haute de toutes. C'est cela qui est odieux. Tout ce qui est exposé au musée d'art ancien a une auréole catholique. Je n'en accepte pas même Giotto. Voilà ce qu'a dit Régeur. Ces Vénitiens répugnants qui, avec chaque main qu'ils ont peinte, se cramponnent au ciel catholique préalpin. Au musée d'art ancien, vous ne pouvez pas voir un seul visage peint naturel, sans cesse, jamais qu'une face catholique. Regardez donc pendant un certain temps. Ici, une tête bien peinte. Pour finir, ce n'est jamais qu'une tête catholique. Voilà ce qu'a dit Régeur. Même l'herbe sur ces tableaux pousse comme une herbe catholique. Et même la soupe dans les soupières hollandaises n'est autre que de la soupe catholique, a dit alors Régeur. Ah, c'est superbe comme texte. Merci mon Jean. Et merci Piqueco pour ta lecture. Top aussi. Maître ancien est publié par les éditions Gallimard en folio. C'est démocratique le folio. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, notre grande librairie Publico. Tiens, il paraît que Philippe Etty s'est penché sur le cas des librairies indépendantes et qui vont pouvoir prétendre à de la thune pour celles qui sont en difficulté. J'espère que notre librairie Publico pourra en profiter elle aussi et qu'elle sera mise de côté sous prétexte qu'elle véhicule des idées qui ne sont pas tout à fait conformistes. Voilà. La librairie Publico, 145 rue Hamelot, 75 011 Paris, métro Robert, Oberkampf, fille République, fille Oberkampf. Fille du calvaire ou République. Là, je patine un peu. Le téléphone. Alors, vous êtes prêts, vous avez un crayon pour noter? J'y vais doucement. Hein. Vous avez votre crayon, ça y est. 01 48 05 34 08. Voilà. Et le site, vous pouvez aussi voir un peu ce qui se passe dans cette librairie mythique, le www.librairie-publico.com. Voilà. Moi, je rappelle le numéro du studio pendant que vous avez votre papier et votre crayon, le 01 43 71 89 40. Il attend quel pinceau, quelle couleur, quel génie. Il attend quoi, puis 3,
pour briller en galerie. Picassietto, Miro, Goya ou Velasquez, il attend quel musée, il attend quelle cimèse. Quel mur, quel atelier, quelle palette et quelle main. Le cheval est posé sur la place de Liévin. Le cheval est posé sur la place de Liévin. Il attend quel pastel, quel crayon, quel fusain. Il attend l'œil mineur de quel collectionneur. Il attend quel marteau, de quel maître briseur. Quel clou pour l'accrocher, à quel vieux papier peint. Le cheval est vissé sur la place de Liévin. Crevé de quelle critique, dans quel cadre doré, être acheté combien, de qui être admiré. Quel tournesol, quel cri, quel chant, quel Guernica resteront à venir sur ces poutres, elles en croient. Ou quelle sainte victoire se posera en vain sur le chevalet bleu de la place de Liévin. Il attend un cortège de figures noires peintes, des regards sans poumons et des lampes éteintes. Il attend sa mémoire dans les rues incendiées. Il veille sur un trou rebouché sous ses pieds. Sur les enfants des bars, les amants et leurs mains, le chevalet d'acier de la place de Liévin. Il attend seulement des duchesses masquées au café du quartier ou des hommes casqués. Parlait de Constantine décorée d'anthracite au milieu d'étudiants qui se croyaient artistes. Il se demande encore si son sol s'en souvient. Le cheval est dressé sur la place de Liévin. C'était Le Chevalet de Liévin par Françoise Koudaicha. Merci Piquécou. Et tout de suite, on va passer en revue le premier des artistes oubliés, enfin je le crois en tout cas. Il a été oublié en France d'ailleurs depuis presque le début de sa carrière. Je veux parler de Bernard Lorjou, l'hérétique, qui est surnommé aussi l'hérétique récalcitrant, un peintre autodidacte. Oui, comme beaucoup d'hérétiques récalcitrants. On peut parler de Clovis Trouille, par exemple, un compagnon de route de la Fédération anarchiste il y a quelque temps de ça. Voilà, il y a un texte en quelques lignes de Picasso pour ouvrir ce mini-dossier sur un peintre oublié. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. Je pousserai de classe. Mais bon, c'est de notre camarade Picasso qui avait pas la langue dans sa poche quand il voulait s'y mettre. Il s'y mettait pas souvent, mais quand il s'y mettait, c'était ça déménageait quand même. Voilà. Et chez Lorjou, la peinture, c'est de la dynamite. C'est quelqu'un qui a toujours utilisé son art justement pour démolir un peu tout ce qui lui semblait complètement zarbi. Et avec pour maître à peindre Goya, c'est pas rien du tout quand même. Voilà. Sa carrière débute en 1934, il a 26 ans. Voilà, tout jeune. Et ça commence par une grande tartine. Il a toujours fait toute sa vie des peintures immenses, jusqu'à 18 mètres de long. Enfin bon, c'est de la folie. Et là, sa première peinture, c'est la conquête de l'Abyssinie par les Italiens, évidemment, puisque il était de cette période. Et c'est une peinture qui fait quand même 2 mètres 80 sur 3 mètres 40. Vous voyez, ça commence fort déjà. Et ce tableau a disparu. Il a été détruit, je crois. Voilà. Et chaque tableau de ce peintre, mais extrêmement critique envers toutes les saloperies que nos politiques nous concoctent depuis toujours, chaque un de ces tableaux, c'est un Guernica, quoi. C'est vraiment la folie, quoi. En 1948, pourtant,
il reçoit il est prix de la critique avec Bernard Buffet, tous les deux la même année. Et c'est curieux le destin de ces deux artistes. En France, en tout cas, tous les deux ont été ignorés, à part à ce moment précis du prix de la critique, où la critique, évidemment, si on lui dit ça, on a appris, c'est qu'elle aimait ces peintres-là. Et après, ils ont été complètement lâchés jusqu'à leur fin, en France, en tout cas. À part quelques initiés qui connaissaient Bernard Lorjou, pas grand monde, par moi. Non, je déconne. Enfin, c'est bon. Voilà. Et c'est, si vous voulez, c'est le gros. Enfin, le fond de l'histoire, c'est que on a eu un ministre de la Culture, un espèce de barjot qui s'appelait Malraux, qui avait décidé que la peinture figurative c'était terminée, quoi. C'était la peinture abstraite qui était intéressante, qui était moderne, qui était contemporaine, mais la peinture figurative non. Alors évidemment la critique qui a, comme toujours, les critiques ils sont un petit peu, ils vont pas se rebeller contre l'autorité parce qu'ils en vivent un peu aussi. Ils passent à la galtouze et donc ils ont emboîté le pas de ce fumiste de Malraux et de ses prophéties à 2 balles. La grande peinture n'est plus figurative, et si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Voilà. Eh bien, grâce à ce grand critique d'art qui était Malraux, ce grand esthète, surtout esthète quand il s'envoyait ses petites pipes d'opium. Une fâcheuse manie qu'il avait chopée en Chine, etc., en Extrême-Orient. Bon, bref, je vais pas cracher quand même éternellement sur lui, ça vaut pas la peine. Voilà, et donc Bernard Buffet, comme comment il s'appelle, Lorjou dont je parle en ce moment, il faudrait que je me rappelle de qui je parle. Voilà. Eh bien, ils ont été ostracisés par la critique française jusqu'à leur mort. Voilà. Et ils sont battus aussi jusqu'à leur mort, enfin surtout Lorjou, par ces peintures. Ces peintures, c'est vraiment des réquisitoires. Et puis contre justement cette idiotie de prophétie qui considérait que la peinture figurative n'était plus de la peinture. Voilà. Et puis il y a eu aussi Robert Roll, dont je vous ai déjà parlé ici, le peintre Robert Roll, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, près de la jeune peinture de 1950, et qui était lui aussi résolument, malgré une peinture vraiment aux limites de la figuration, mais quand même figuratif. Et la critique, évidemment, aussi ne l'a pas épargné. Voilà, alors ça fait un front de gens qui étaient un peu seuls pour lutter contre l'art dominant, donc l'art abstrait, qui a été aussi, dont la filiation il a accouché de l'art contemporain, ce qui est vraiment pas le top non plus. L'art contemporain qui, vous savez, lui, alors bon, c'est la plupart des artistes contemporains, ils sont carrément dans la fumisterie, quoi, en étant aussi des arrière-petits-fils de Duchamp. Voilà, quand on sait comment Duchamp est arrivé sur la scène artistique, c'était un coup monté, enfin tout était prévu, c'était pas du tout un accident, mais c'était vraiment prémédité. Voilà, alors Lorjou, qui va se battre toute sa vie contre cette pétarade destructrice du ministre de la Culture du Général, il sera pris en charge, enfin en tout cas Wildenstein, un marchand d'art de New York, le prend sous son aile jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs il le soutiendra, parce que sa peinture très française, d'une certaine manière, plaît aux Amerlocs. Alors que dans la France française, comme je viens vous le dire pendant 10 minutes, là, seuls quelques initiés la connaissent. En 1963, il peint Le Guide. Le Guide, le général de Gaulle en aveugle, une canne blanche à la main. Il faut dire qu'il a peint aussi pas mal sur la guerre d'Algérie, etc. Et personne ne veut l'exposer. Vous imaginez les couillus qu'il y avait, enfin les marchands, les galeries, etc., les critiques. Personne ne veut en entendre parler de cette peinture du général. Non mais faut quand même le faire. Et donc Lorjou loue une péniche où il installe ses œuvres. Et alors il remontait et descendait la Seine avec dessus des œuvres contre la guerre d'Algérie, etc. Bon, elle sera arraisonnée après de nombreuses navettes, donc comme je viens de vous le dire, sur la Seine. Je boucle un peu, pardonnez, c'est l'âge. Voilà. Alors il fait aussi des expos en plein air, dont une à Sarcelles,
qu'il intitule Les centaures et les motocyclettes. Non, mais il faut voir le travail de Lorjou, c'est un peu dingo. En dehors de ces sujets à scandale, il peint la tauromachie, il faut qu'il bouffe un peu quand même. Le cirque est aussi des fleurs, des natures mortes, et il sculpte aussi. Voilà, il la glisse en 1986 à 78 balais, voilà, il faut bien mourir un jour aussi, hein, bon. Puis lui, il a eu une vie vachement remplie, il pouvait aller se coucher sans vraiment beaucoup de regrets. Voilà. Il se revendiquait anarchiste, voilà, il était surtout provocateur, il a fait ce qu'il fallait pour être viré du marché de l'art. Il a eu ce courage qui manque à tant d'artistes de dénoncer inlassablement les injustices, les guerres, Algérie, Vietnam, militer contre le racisme en Amérique, parce que à cette époque-là, dans les années 60, le racisme en Amérique, ça y allait. Hein. Il y avait encore le Ku Klux Klan qui faisait brûler des croix, etc., etc. Il a pris aussi en compte la misère en Inde et la lutte contre le sida. Voilà. Alors, moi, j'ai rencontré, il y a une bio de Georges Gérard, à lire absolument. Lorjou, le peintre du siècle, il était édité chez Publisud. On peut la trouver, c'est un livre rare maintenant. Moi, je l'ai rencontré, justement, j'étais à Paris, j'étais monté à Paris, alors que quand j'étais en relégation dans le sud, j'étais monté à Paris pour du boulot, et il y avait au Grand Palais cette espèce de grande foire à la peinture là, qu'il y a habituellement, et il y avait une salle qui était consacrée à Lorjou. Alors j'étais ébloui, vraiment, ce mec, c'est vraiment peinture, c'est frais, voilà. Et j'ai rencontré ce Georges Gérard qui avait une petite table de presse là. J'ai acheté le bouquin, alors que j'étais vraiment au taquet, question fric, comme toujours. Et on a papoté ensemble pendant un bon moment, et c'est un bouquin vraiment intéressant sur le seul qui existe, une vraie bio sur Lorjou, parce il l'a connu pendant très longtemps, quoi. Il l'a accompagné jusqu'à temps qu'il la glisse, quoi, voilà. Et c'était un petit bonhomme, ce Georges Gérard, qui était vraiment pas du tout, qui était un timide, un intello, quoi, mais un intello d'un genre qui a un peu disparu maintenant des écrans radars, voilà, et qui vient de la glisser lui aussi, hélas, voilà. Alors je vous conseille vraiment si vous pouvez trouver ce bouquin, Georges Gérard, Lorjou, le peintre du siècle, qui vous expliquera, qui vous fera bien pénétrer dans l'univers de Lorjou, et j'espère que lui, comme Bernard Buffet, mais encore plus lui que Bernard Buffet, auront un jour une juste reconnaissance de leur œuvre, quoi, parce que surtout Lorjou qui a pas arrêté de militer pour toutes les causes perdues, voilà. Et on peut rajouter qu'on a vu une petite vidéo d'une demi-heure sur le site de l'INA, sur Internet, là, qui était où il était interviewé, qui était pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout, ouais. Et l'autre Jean vient d'arriver en catimini, là, il est dans la régie avec Piquet-Cou, ils se font la pêche. Je me demande, c'est moi qui paye, je suppose. Bon. Non, je lui disais que pour une fois, il y avait plus que 4 lignes sur ton papier. Ouais. Bah oui, mon Jean, des fois, On profitait de ce que tu avais les yeux baissés pour se faire des papouilles. Quel vieux cochon, enfin bon. Tout à l'heure, j'ai eu le malheur de voir Robert pendant qu'il y avait la pause musicale et de lui demander s'il révisait. Et là, je me suis aperçue que j'avais dit vraiment un mot de trop. Le mot réviser n'est pas dans son champ de réflexion.
C'était Catherine Sauvage, Graine d'ananas. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Aracay, la 198e. Dans la 200e, on va fêter ça en mangeant. Non, c'est pas une suggestion pour que tu habites le chenin. Oui, ça aussi. Non, mais ça aussi, on pourrait fêter la 200e. Bah oui, bien sûr. Parce que je te rappelle qu'on va pas tarder, je pense, avant cet été, on devrait pouvoir fêter le 50 millième visiteur du blog. Il faut dire que depuis que j'ai dit ça à Robert, il y va 100 fois par jour et que chacune de ces visites est comptabilisée. Donc bon, ça fausse un peu quand même nos statistiques, mais on lui en voudra pas. Non, c'est gentil, mon Jean. C'est Radio Libertaire à Aracay, donc je vais pas recommencer, avec Piquécou à la régie, donc Jean qui vient d'arriver, voilà. Tout doucement, sans faire de mousse, comme d'habitude. Il a un peu mal, là, parce qu'il paraît que son kiné, c'est un petit teigneux, là, qui aime pas les grands. Alors, voilà, il lui a fait du mal exprès. C'est dégueulasse. Il y en a beaucoup de petits comme ça qui aiment pas les grands. Moi, je comprends pas. Il y a aussi les grands qui aiment pas les petits, et ça, je comprends moins. Mais enfin, bon, et les petites qui aiment pas les grandes, ça. Ça, on en a une dans la régie, là. On a une petite dans la régie qui aime pas trop les grandes. Pour les grandes. Ah non, pas du tout. Surtout, elles sont bien foutues. Voilà. Tiens, avant de lui laisser la parole à la petite dans la régie, vendredi, je naviguais, excusez-moi de tourner toujours autour de mon nombril, mais je naviguais entre Montreuil et Bagnolet, près du parc des Guilanges en Moulins, là, tu vois. Et puis d'un coup, je me dis, mais je crois avoir vu un panneau avec marqué capsulite. Tu vois, ça m'a quand même un peu étonné. Non, mais dans la série des obsessions, tu vois, c'était quand même fort de café, quoi. Je recule et je tombe sur le panneau de la rue de la capsulerie. Ah ouais? Pas mal, non? Tu la connais, Piquécou? Oui, elle la connaît. Elle la connaît. Maintenant que tu le dis, oui. C'est une rue qui navigue elle aussi entre Bagnolet et Montreuil. Oh, ça veut dire qu'il va y avoir une fabrique de capsules. Là. Oui, à mon avis, c'est plus ça qu'autre chose. Oui. Que tous les capsuliteux de Montreuil. Il devait y en avoir un certain nombre, mais c'est pas les mêmes capsules. Ils sont bêtes. On t'a fini, t'es plus gentil. Oui, moi j'ai fini. Voilà, ça va, j'y vais. Voilà, moi je vais dans les artistes oubliés, j'essaye toujours de dégoter des filles. Oui, bah c'est bien. Voilà. Donc là, j'en ai trouvé une. Jean doit y être particulièrement sensible, à mon avis. J'en ai trouvé une américaine qui s'appelle Elizabeth Nourse. Donc Elizabeth Nourse est née dans l'Ohio en 1859. Je me permettrais de dire que c'est l'Ohio. Oh, mais mais je l'adore quand il nous reprend comme ça, tu sais, c'est tout juste si on se prend pas un coup de règle sur les doigts. Enfin, le cœur y est. Bon, Robert, comme tu as mon papier, je propose que dès que c'est un mot étranger, tu le dises à ma place. Donc, elle étudie à l'école de design McMicken à Cincinnati. Jusqu'à présent, ça va. Ses parents meurent peu de temps après l'obtention de son diplôme. Et elle peint d'abord des panneaux décoratifs sculptés par sa sœur pour aider sa famille. Après le mariage de sa sœur jumelle, elle s'installe à New York où elle étudie à l'Art Students League et prend des cours de dessin avec William Sarten. En 1887, Elizabeth Nourse part pour Paris avec sa sœur aînée, Louise, et poursuit ses études à l'Académie Julian. Après seulement 3 mois à l'Académie, elle a déjà un style bien affirmé et 1 an après, une de ses œuvres est acceptée pour être accrochée sur la ligne, au niveau des yeux, en fait, au Salon de Paris. Elle est acceptée régulièrement par la suite. C'est également la première femme à avoir un de ses tableaux achetés par le gouvernement français pour la collection permanente du musée du Luxembourg. Prévu seulement pour quelques mois, son séjour à Paris durera toute sa vie. Elle commence une série de voyages à travers l'Europe, la Russie et l'Afrique du Nord. Elle peint principalement des femmes paysannes au travers de leurs tâches domestiques et donne une grande importance à la maternité et à la beauté qui se trouve dans les aspects les plus simples de la vie quotidienne et de la nature. Elle accepte tout de même quelques commandes alimentaires de portraits pour tenir le coup financièrement. En 1895, elle est la première femme à être élue membre associée de la Société nationale des beaux-arts et est présidente de l'American Women Association, l'Art de Paris de 1899 à 1900. Elle est largement reconnue comme une figure majeure parmi les expatriés américains et son travail est décrit comme étant précurseur du réalisme social. Son travail a souvent été comparé à la peinture de Marie Cassatt, mais Elizabeth Nourse reste engagée dans la représentation des femmes de la classe ouvrière qu'elle rencontre au cours de ses voyages.
alors que les femmes étaient considérées plutôt comme peintres du dimanche qui finalement se mariaient ou devenaient enseignantes, Elisabeth Nourse, soutenue par sa famille et ses amis, refuse un poste d'enseignante pour ne vivre que de son art. Quand de nombreux artistes américains quittent la France pendant la Première Guerre mondiale, elle reste à Paris où elle sollicite des fonds et des fournitures pour les réfugiés. Ses efforts sont récompensés plus tard, en 1919, par la Société nationale des beaux-arts et en 1921 par l'Université Notre-Dame de la médaille du Laër pour son service de la charité à l'humanité. En 1920, elle subit une intervention chirurgicale pour un cancer du sein. Elle continue malgré tout à peindre et à exposer à l'échelle internationale jusqu'à sa retraite en 1924. Et elle meurt à Paris en 1938. Bien, c'est intéressant. Totalement inconnue au bataillon en ce qui me concerne. Tu la connaissais? Non, toi? pas du tout, non. Ah, c'est une belle découverte. Si toi tu connais pas, comment veux-tu que je connaisse? Non, mais elle a une grosse production et et c'est vrai que c'est difficile de trouver des critiques. Aucun site en français, que des sites en anglais. Non, c'est vrai que ça. Non, mais c'est une belle découverte. Je trouve son travail très intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de cette femme et de cet artiste. Bon. L'ostracisme, ça te rend un peu plus sexisme continue. Vous êtes toujours sur Radio Liberté. Vous êtes toujours sur Radio Liberté. Aiguilles. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Bert Silva, quand même. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Avec Piquécou qui fait la programmation musicale, une jeune femme qui n'a pas connu Bert Silva, mais apparemment elle a vécu dans une autre vie, il semblerait, parce qu'elle est un peu accro quand même à toutes ces chanteurs, ces chanteuses réalistes, voilà. Avec notre Jean aussi, qui lui, par contre, il est toujours dépeint, je sais pas d'où il est sort, parce que il pouvait dire qu'il connaissait pas la nana dont a parlé Piquécou, mais alors lui, il parle d'Albert Lebourg. Enfin bon,
Ça, je n'ai jamais entendu parler. Ah, Albert Lebourg, ouais. Je savais que j'allais t'étonner. Hein. Oh non, tu m'étonnes plus maintenant. Bernard Lorjou, il a quand même eu dans les années 70-80, il était assez connu quand même. Oui, il était connu des milieux un petit peu contestataires, mais autrement, il vendait rien en France, je veux dire, surtout. Ah oui. Non. J'ai pas entendu le début de. Non, c'est les Américains, c'est un un marchand. Demande à Piquet-Cou quand t'as des difficultés. Wildenstein qui est un marchand américain qui l'a soutenu toute sa vie, quoi, tu vois. Il vendait pratiquement toute sa production aux États-Unis. Voilà. Non, il était pas du tout. Voilà, où en étais-je donc? Bert Silva, qui, pour ceux que ça étonnerait, en fait, il y avait dans son alphabet, il y avait 5 R. Ouais. D'où les R, tu sais. Non, il fallait le faire quand même. C'est notre genre, notre hussard de la République, un fin lettré qui ne laisse rien passer. Un fan de Bert Silva. Un fan de Bert Silva et de Albert Lebourg. Un grand peintre. Que Jean va vous raconter. Mais non, un petit souvenir d'enfance, si tu veux bien, avant. Jean, mais j'essaye d'aller rapidement. Oui, avant Albert Lebourg. Difficile, mais bon. Et là, je suis tout petit enfant. Enfin, non, j'exagère. J'ai, disons, 7-8 ans. T'as été petit, Jean. J'ai été petit, oui. J'ai même été petit très longtemps, Robert. Oui. C'est d'un coup, quoi. Oui. Je crois que c'est l'amour qui t'a fait pousser, moi. J'ai l'impression. Enfin bon. On va pas. Non. C'est possible que ce soit les coups de pied dans le prose, si tu vois, c'est possible. On saura jamais exactement. Non. Bon, donc j'ai 7-8 ans, tu vois. On est dans la famille de mon père. De passage, je ne sais plus pour quelle raison, il y a une partie de la famille ou des voisins qui sont partis à la chasse très très tôt le matin. Et puis nous, on est en train de déguster un farci, là, tu vois. Sur le coup de midi. Sur le coup de midi, et il y a un de mes cousins qui arrive en courant, qui me dit qui nous dit comme ça à la cantonade, vite, mon père demande de l'aide. Ils ont coincé un lapin dans un champ. Tu vois, et il demande de l'aide. On y va. Non, on a une auditrice qui est très sensible au lapin. Oui, je vais faire très attention, je te promets. Et alors, on part tous en courant, tu vois. Non. On part tous en courant, on rejoint mon oncle, il était pas très loin, en fait. Et il nous a disposé comme ça, tous les 20 mètres, tu vois, tout autour du champ. Puis il nous a dit, on va tous maintenant aller vers le centre pour coincer le lapin. Les fusils étaient en bandoulière, donc ils avaient l'intention, en fait, de l'attraper à la main. Et au moment, évidemment, le lapin, lui, quand il a vu arriver tous ces gens, il s'est précipité vers le milieu du champ. Et puis quand le cercle s'est refermé, il a choisi un maillon faible, à ton avis. Ah oui, il est à côté de moi, il ricane. Il a regardé comme ça, puis il m'a foncé droit dessus, tu vois. Et alors, j'ai mon oncle qui me hurle, couche-toi dessus, ou appuie, tu vois. Couche-le comme ça et attrape-le. Normalement, ça s'attrape. Certaines de nos auditrices doivent le savoir. Ça s'attrape comme un chat. Hein. Mais vu à qui il avait affaire, mon oncle il a préféré me dire attrape-le par les oreilles. Moi, j'arrive avec la gypsière. Et effectivement, j'arrive à plaquer le lapin au sol, à l'attraper de la main droite avec les oreilles et à le tenir comme ça, tu vois. Et puis tout le monde qui se précipite. Et à ce moment-là, je vois les yeux du lapin, tu vois, qui me regardent. Et puis, il remue 3 ou 4 fois le nez comme ça, puis d'un coup, tu as la bouche qui s'ouvre, tu vois. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'entendre le lapin me dire « Lâche-moi, s'il te plaît ». Alors, je lâche le lapin, qui évidemment m'a filé entre les jambes et qu'on n'a jamais revu, tu vois. Et là, mon oncle, imbécile et tout, c'est pas vrai, mais pourquoi tu as lâché ce lapin et tout. J'ai dit, mais j'ai eu peur. Je savais pas trop quoi dire. J'étais assez fier de moi, il faut dire, mais je voulais pas non plus avoir d'histoire avec eux. Donc j'ai dit, j'ai eu peur. Ah, c'est parisien, qui est couillant, tu vois. Bon. Et puis des années après, hein, je suis en région parisienne. Là, je suis adolescent, tu vois. Je suis avec ma mère qui me dit, j'ai réservé des poulets chez le volailler. Est-ce que tu peux aller les chercher? Ils sont déjà payés. Bon, j'y vais. Et là, devant le volailler, on est donc en banlieue parisienne, tu vois. Devant chez le volailler, il y a un étal, j'avais encore jamais vu ça, d'animaux sauvages. On était à nouveau en pleine période de chasse. Il y avait carrément une biche qui était accrochée à un croc, tu vois. C'était assez pénible. Elle était aussi jolie que dans les dessins animés de Walt Disney, tu vois. Un sanglier, là, c'était un peu moins sympa que dans les albums d'Astérix. Et puis, il y avait tout un étal avec tout un tas d'animaux sauvages, comme ça. Des faisans, des lièvres, tu vois. Et là, au beau milieu de l'étal, je te jure que c'est vrai. Hein, parce que l'histoire que je te raconte, elle est 100% véridique. Hein.
Oui, non, mais bon. Non, mais t'as l'air d'émettre un doute, bon. Non, Jean. Et là, au beau milieu de ce tas d'animaux sauvages, il y a mon lapin. C'est pas un lapin, c'est mon lapin. Je l'ai reconnu immédiatement à sa fourrure et à la petite étoile blanche comme ça qu'il avait non seulement sur le front, mais au bout du museau, tu vois. Ouais. Et alors, je commence à le caresser comme ça. Et puis il dit, sauve-moi. non. Et là, il ouvre, je te jure que c'est vrai, hein, des yeux injectés de sang. Et il me dit, c'est parisien, qu'est couillon. Bon. tout ça pour séduire la dame au Albert Lebourg. Qu'est-ce qu'il est capable de toutes les bassesses, ce mec. De s'en inventer des vies. Albert Lebourg, 1849-1928. Ça, c'est l'exemple type, tu vois, du petit peintre fou de son travail, qui est totalement inconnu. Tu me l'as prouvé tout à l'heure. Pour moi, en tout cas. Et qui pourtant vaut largement les impressionnistes. Hein, c'est la même époque. Hein, tu vois, pourquoi lui est un parfait inconnu, d'autres pas, je sais pas trop. Hein. Il a connu des tas de malheurs dans sa vie, hein, jusqu'à une paralysie, une attaque de paralysie en fait qu'il a pris en 1925. Tu vois, il s'est traîné pendant quelques années en espérant que ça allait passer, qu'il allait pouvoir reprendre la peinture. Et puis quand on lui a dit que c'était définitif, de toute façon, il s'est laissé mourir, quoi. Albert Lebourg. Tu vois, des passions comme ça, moi, ça me fascine toujours. Oui, et en plus, je trouve que sa peinture a quelque chose. Hein. Voilà, il était né dans l'Eure. Il avait d'abord commencé par des études d'architecture, hein, avant de se diriger vers la peinture. Il a été l'élève aussi pendant 2 ans de Jean-Paul Laurens, qui était alors vraiment un pompier, comme il y en a peu, un des plus doués d'ailleurs, il faut le dire. Et il n'a jamais tenu compte d'aucune de ses directives, c'est ça qui est assez intéressant. Hein. En 1879 et en 1880, il a exposé avec les impressionnistes. Hein. Mais c'est plus, moi je dirais, en regardant sa peinture, la découverte de Constable en 1900, tu vois, c'est-à-dire quand même près de 20 ans plus tard, qui va éclairer sa peinture et lui donner cette espèce de lyrisme romantique qu'on trouve chez Constable et rarement chez les impressionnistes. Voilà. C'était un amoureux fou de la nature, Robert, ce Albert Lebourg. Hein. Il s'est jamais lassé de reproduire avec le même bonheur les régions, les contrées où l'on menait ses pérégrinations. Hein. Il y a eu d'abord l'Algérie. En Algérie, d'ailleurs, il a enseigné les beaux-arts. Hein. Il y a eu ensuite l'Auvergne. Il y a eu Port-Marly, Argenteuil, Chatou, Montigny-les-Cormeilles, Billancourt, les Aisies, La Rochelle, le lac de Genève. Et toujours, entre 2 voyages, la Normandie, hein, dans laquelle il n'a jamais cessé de revenir s'alimenter. Hein. Entre 2 vagabondages, je dirais, hein, parce que c'était vraiment sac au dos et palette à la main. Hein, ouais. Et tout de suite, il y a les petits yeux de Robert qui se plissent. Il est sur la route avec l'ami Albert. Hein. Ouais. D'ailleurs, t'en retournes pas, je suis juste derrière. D'ailleurs, un de mes tableaux préférés de Van Gogh, c'est pas un très grand tableau, c'est sur la route d'Arles. Tu sais, avec son sac à dos. Ah ouais. Que Bacon, d'ailleurs, dont Bacon a fait une interprétation. Ouais. Impressionniste sans le savoir. Hein. Il a été bouleversé en fait quand il a découvert pour la première fois les toiles des impressionnistes, Albert Lebourg. Tu vois, dans la galerie d'un marchand qui vendait aussi ses propres toiles. Il a découvert ça sidéré. Il n'avait pas la moindre idée qu'il y avait autant de peintres qui avaient au même instant que lui un petit peu les mêmes préoccupations. Tu vois, mais il va rester solitaire. Hein. Du niveau, moi, je dirais, d'un Alfred Sisley, tu vois. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Sa barbouille, je trouve, en fait l'un des peintres les plus spontanés de cette époque épique. Hein. Je trouve qu'il a, pour moi, les mêmes qualités de Sisley, mais avec une espèce de fraîcheur. Tu parlais de l'Orjou tout à l'heure. On est un peu dans un domaine aussi comme ça. Hein. Voilà, il reste, ce cher Albert, il reste le peintre inégalé des buées, hein, des neiges, des pluies, de leurs reflets. Ça, c'est très important parce qu'il y a pas mal de peintres qui s'y sont attaqués, mais c'est pas évident. Hein. Bourbleu. Des givres aussi, encore plus difficile. Des fumées, tu vois, des brouillards du petit matin blême, Robert. Hein, mais aussi des brumes du soir, des crépuscules qui sombrent, hein, des aubes indécises. De tous les phénomènes fugitifs, de toutes ces beautés insaisissables de la nature. Tu t'es essayé, toi, je crois pas, hein, si, à la peinture comme ça, de chevalet en plein air, d'après... Oui, j'avais la première peinture de plein air, j'avais 14 ans.
c'était à Jars-sur-Mer. Et j'ai jamais été aussi heureux depuis. J'ai jamais pu retrouver cet état de... C'était vraiment un état une extase, toi. C'était vraiment... Toi, de sentir que... Toi, je peignais c'était un bois de pin, tu sais, pas loin de la mer, quoi. Et quand je suis rentré le soir à la maison, je pense qu'il y avait des petites galeries, tu sais, de peintres du coin, quoi, tu vois. Je les regardais en disant, c'est vraiment nul ce qu'ils font. Non, je te jure, c'était ressemblable. Mais c'est bizarre, pourquoi tu as ressenti une joie comme ça? Je sais pas. Et que tu es rentré à l'atelier ensuite, c'est curieux, non? Non, je suis pas rentré, j'avais 14 ans, j'avais pas encore d'atelier. C'était une maison de vacances. Non, mais quand je dis ensuite, c'est une image. Non, c'est à Gordes aussi, j'avais loué un gîte, là, un ancien gîte des moines de Sédanque, et c'est pareil, j'ai fait une peinture sur Gordes, que j'ai refilé à un ami, et là aussi j'ai eu une espèce de chose comme ça, mais pas aussi fort quand même qu'à Jars-sur-Mer. Non, mais c'est exaltant de peindre sur le motif. Ouais. Bon, il y a l'âge évidemment qui devait y être pour quelque chose, mais c'est vrai que j'ai à peu près démarré la peinture à cet âge-là aussi. C'est vrai qu'on s'enflamme assez rapidement. Mais... Ah oui, bien sûr. Non, c'est vachement exaltant. Mais bon, je me demande si on ne devrait pas se faire des petits virons. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Piquet-Cou, des petits virons? Piquet-Cou, c'est... Alors là... Mais Piquet-Cou, elle d'abord, elle est la seule à avoir une voiture. Oui, c'est vrai. D'une part, je te rappelle que t'as vendu la tienne pour te payer de la toile et manger. Et manger, oui. Non, moins, beaucoup moins. Oui. C'est un type qui est capable de rester quand même des semaines sans se nourrir. Ah oui, absolument. Je suis chameau de la peinture. Je pense qu'elle va nous faire un petit viron à Fontainebleau, un de ces quatre. Tiens, ce serait pas mal, ça. Voilà, il a manipulé, Albert Lebourg, je reviens quand même à lui pour en finir, il a manipulé les ports de mer, chanter les bords de rivière, et puis ces voiliers ballottés par les flots ou ces chalands halés par des chevaux fourbus, tu vois. Bon. Les œuvres d'Albert Lebourg, malheureusement, sont dispersées partout en France. D'Annecy à Bayonne, de Clermont-Ferrand à Rouen, en passant par le Louvre et Orsay. Mais à chaque fois, c'est une ou deux toiles, pas plus. Tu vois. Et puis à l'étranger aussi, à Alger, à Buenos Aires, à Saint-Pétersbourg ou à Tokyo, entre autres, parce qu'il est vraiment... Alors c'est difficile de conseiller, voilà. Pour aller à Orsay, je crois qu'il y en a deux toiles d'Albert Lebourg qui sont pas parmi les plus moches. Voilà. Les critiques d'art, il y avait Roger Marx, qui était un critique d'art fameux à l'époque, qui a été d'une cruauté absolue envers son travail. Du genre, il a confondu les vibrations de la lumière avec des papillons ou un truc comme ça. Enfin, tu vois le genre. Bon. Non, mais les critiques d'art, c'est chier. C'est quelque chose à peu près de Stono. Voilà, pour Albert Lebourg. Moi, je suis persuadé qu'un jour, il aura son quart d'heure de célébrité. Bah, tant mieux, parce que c'est... Non, rien qu'à l'évocation, ton évocation de ce peintre, ça me donne vraiment envie d'aller à Orsay pour le dénicher. Et dans la série des peintres, ils sont capables de faire des choses intéressantes avec les buées, sur les fenêtres, la pluie, etc. Il y a un peintre contemporain qui s'appelait Cadieux, un peintre hyper réaliste. Que tu as connu. Ouais. C'est un directeur d'école, je crois, d'art ou un truc comme ça, je sais plus, à Paris, et qui était un compagnon de route de la FA d'ailleurs, parce que je l'ai vu à un gala Louise Michel dans début des années 60 ou voilà. Cadieux. Et son travail, il y a entre autres une peinture où c'est une petite fille qui est derrière une fenêtre dehors, il pleut, et tu vois les gouttes sur les fenêtres, toi, sur les vitres. C'est vraiment, c'est pas comme ces peintures réalistes vachement froides, tu vois, où il y a que la précision qui est intéressante, mais là, il y a aussi une espèce de sensibilité. Et c'était un mec avec un œil. C'est vrai? Oui, il avait un œil crevé, ouais. Il avait un œil de verre. Ouais. Ah oui, ça, j'ai jamais lu ça dans aucune de ses bios, tiens. Si, il avait un œil de verre. Ouais. Ça me dit rien. En tout cas, il faisait jouer la lumière à travers les feuilles d'arbre. Ouais, tout à fait. Très peu de mecs qui sont capables de faire ça. J'ai vu aussi une autre reproduction tu sais, les grilles du métro, là, tu vois, les métros en plein air entre Place d'Italie et puis Glacière et tout ça, tu vois, et j'y payais des sujets aussi ingrats, tu vois, et c'est vraiment très poétique, tu vois. Hyper réaliste, mais très très poétique. Voilà.
C'était Georges Chelon, poète de la Seine. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, ce pub. Raquel, le secrétaire d'État, et Piquecou et Jeannot, notre sénateur de la République, qui se faisait appeler le homard noir pendant son séjour à Granville chez maman. Bon, Jean qui va nous conter tout de suite ce hussard noir qu'on aime tant. Hein. En réécoutant l'émission, ça, j'ai quand même été un peu étonné. Tu vois. Ouais, bon, pourquoi? Ah oui, parce que je te confiais que j'avais pas pu me mettre une bouquet sous la dent et tout ça, et alors t'avais vraiment un rire. T'étais carrément proche de l'orgasme, ça m'a vachement, tu vois, sur le coup, ça m'avait fait mal, mais à la réécoute, ça m'a blessé, Robert. Bon, Jean, non, tu colles toi aux expos, plutôt, parce que bon... Le temps passe et la mort vient. Pleurer sur ton misérable sort, bon... On a assez Barthélemy Togo, Hidden Face. Ouais. Ah oui, Hidden Face, merde. À la Galerie Lelon, ça c'est 13 rue de Téhéran, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est valable jusqu'au 4 mai, Robert. Ouais. Hidden Face ou visage caché. Hein. L'être humain est souvent double, constate Barthélemy Togo. Pile et face comme une monnaie, Janus énigmatique, difficile à décrypter. Oh, bah dis donc, c'est nouveau ça. Les dessins de Togo, noirs ou en couleur, petits ou grands, sont envahis de têtes parfois cornues côté diable, parfois souriantes côté ange, parfois cloutée et crachante côté souffrance, parfois sereine ou béate. Pour sa deuxième exposition à la Galerie Lelon, l'artiste couvre les murs de dessins et le sol de tapis tressés par des femmes bamileke du Cameroun afin de créer un lieu de rencontre favorable à la causerie, à la palabre. Une série de portraits photographiques pris sur le chantier de Banjul Station est un hommage aux travailleurs menant une double vie pour assurer leur survie. Amené à cacher son visage, l'ouvrier qui change d'identité fuit avec ses bagages, se dissimule pour franchir la ligne, la frontière. Au milieu de la galerie, un véhicule chargé de ballots au tissu flamboyant évoque ce transit des migrants que Togo ne cesse d'interroger avec ses tampons sculptés, ses barques, ses valises de bois. Ah oui, ça peut être intéressant. Voilà, un artiste contemporain africain qui est largement plus intéressant que beaucoup. Ouais. De par chez nous. Voilà. L'Ange du bizarre, le romantisme noir, ça c'est au musée d'Orsay, 1 rue de la Légion d'honneur dans le 7e arrondissement et c'est valable jusqu'au 9 juin. 200 œuvres mises en scène au musée d'Orsay pour illustrer les multiples facettes du romantisme noir. Cette expression en fait fait référence à un vaste courant de l'art occidental qui nourrit des inquiétudes des temps de crise, a mis en évidence à partir des années 1760-1770 la part d'ombre et d'irrationnel dissimulée sous les lumières de la raison. En France, mais aussi un petit peu partout en Europe, peintres, graveurs et sculpteurs ont rivalisé d'imagination avec les poètes et romanciers pour évoquer ou suggérer les mystères de la nuit et son cortège de fantômes. Les superstitions liées aux sorcières, aux spectres et aux démons, la noirceur de la psyché humaine, la toute-puissance du rêve, avec sa part obscure ou de refoulée. Parmi les maîtres en la matière, Goya, bien sûr, et ses scènes de cannibalisme, on ne les présente plus, ou ses vols de sorcières également. Hein. Eugène Delacroix, Victor Hugo, mais aussi Caspar David Friedrich, William Blake, Gustave Moreau, Odilon Redon, ou Léon Spilaert, qui témoigne avec virtuosité de cet art de l'imaginaire au service des manifestations incontrôlées du corps et de l'inconscient. Ouais, t'as cité des noms qui sont intéressants. Oui, absolument. Je suis pas totalement honnête, j'ai effacé ceux qui risquaient de moins t'intéresser. Qui est bête. Non, c'est la vérité. C'est vrai? Ouais. Non, mais William Blake, par contre, ouais. Gustave Moreau, j'adore. Odilon Redon aussi. C'est le plus inquiétant, Odilon Redon. Même Victor Hugo, il a des trucs qui sont très inquiétants. Ah, oui. Ouais. Des encres de Chine et la vie comme Absolument. ça. Ouais. Bien, merci mon Jean, j'espère que vous allez y courir, hein, parce que notre Jean il se décarcasse pas pour vous, pour que vous restiez au plumard, hein. Faut vous bouger vos petites fesses là. Ah
c'était la musique originale de Massacre à la tronçonneuse. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Voilà, l'émission se termine. Je vais vous faire un petit blabla. Donc, quand même, on a un peu de temps sur les œuvres de la FA. Tout d'abord, la radio que vous écoutez en ce moment, avec un son extraordinaire. Mais on a aussi quelqu'un dans la régie qui s'y connaît, un ingénieur du son, nouvelle génération, polytechnique et tout. Et voilà, pour vous demander, évidemment, comme d'habitude, de mettre la main dans votre porte-monnaie, d'en enlever les toiles d'araignée, pour nous aider financièrement en achetant la carte d'auditeur de la radio. La carte d'auditeur qui coûte 20 €. Vous me direz, bon, pour certains, c'est de la rigolade, pour d'autres, c'est presque une semaine de bouffe. Et puis voilà, de manière à ce qu'on puisse continuer à vous faire écouter du son qui soit pas complètement crachotant. Vous pouvez, donc, il y a ce premier moyen de nous aider, et puis un second qui est de, comment dirais-je, de souscrire à un plan d'épargne radiophonique, avec un minimum de 5 € par mois qui seront traits sur votre compte bancaire, pour ceux qui en ont encore un. Vous avez intérêt d'ailleurs à retirer tous vos thunes des banques, hein. Attention, c'est ce qui se passe à Chypre. Je parle des petits épargnants, je parle pas des gros. Bon, voilà. Et parce que les gros, ils en ont rien à foutre, ils sont déjà planqués leur pognon. Voilà, 5 € par mois pendant un certain temps. Vous pouvez vous retirer du truc à tout moment. C'est pas obligatoire de faire ça toute sa vie. Et puis vous avez l'association des Amis de Radio Libertaire qui a aussi un petit plan d'épargne à vous proposer. Voilà. Et puis la deuxième œuvre de notre chère fédération anarchiste, c'est la librairie Publico. Et bonne nouvelle, j'ai écouté aux news de ce matin, qui sont d'habitude très sombres, que notre ministre de la Culture, la môme Filippetti, avait décidé d'un budget de 60 millions d'euros quand même, c'est pas rien, pour aider les petites librairies indépendantes qui sont dans les difficultés, pour lutter contre les grands distributeurs de bouquins tels qu'Amazon et compagnie, ou les Fnac, quoique les Fnac, elles sont aussi dans le rouge à propos des bouquins. Voilà, alors si notre petite radio pouvait en profiter, pas notre radio, notre immense librairie anarchiste pouvant en profiter, ça serait pas plus mal. Elle en aura vraiment besoin en ce moment, voilà. Si ça pouvait lui faire passer un cap qui lui permette de reprendre la baille de 60 ans, ça serait bien pour eux et pour nous aussi. Voilà, alors la librairie Publico, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e métro Robert Canfi du Calvaire aux Républiques. Ça, c'est pour mon hussard noir. Tu l'as fait tout à l'heure, en fait? Oui, je l'ai fait aussi, en disant les numéros Robert, bref. Je me suis gouré d'ailleurs dans l'intitulé, Piqueco était scandalisé. Voilà. Et donc la librairie que vous pouvez fréquenter plus souvent que possible, puisque évidemment c'est un lieu convivial, c'est un lieu fait pour se rencontrer d'abord autour du livre ensuite, ou l'inverse, enfin c'est comme vous voulez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous rencontrez là deux permanents, Laurent ou Max, qui sont à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser, donc vous leur posez, ils peuvent y répondre. Et puis vous avez à votre disposition, s'il y a des rayons de littérature générale, de littérature militante, une presse militante aussi, et puis des DVD, des CD, des sweatshirts, des t-shirts, des pins, des affiches, des flyers, enfin tout un petit bazar qui permet d'engranger un peu plus de thunes. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous bougiez pour y aller. Vous voyez, vous avez à votre disposition des métros, des autobus, des vélocipèdes et vos jambes. Voilà, tout c'est exclu la bagnole évidemment, parce que ça pue. Et puis pour vous garer, c'est pas possible. Alors donc il vaut mieux prendre des transports en commun ou vos jambes. Bien, la librairie Publico, je répète, 145 rue Amelot. Vous pouvez y aller tous les jours ouvrables, sauf le dimanche évidemment. Mais même le samedi, ça fonctionne toute la journée. Autrement, c'est l'après-midi. Voilà. Sauf le samedi, c'est toute la journée. Ouais. Ah, j'ai tout dit. Et puis, alors vous pouvez aussi vous abonner ou acheter Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste,
qui paraît chaque semaine. Et vous avez un dépôt de presse à la librairie Publico. Si vous le trouvez pas dans les kiosques, il n'est pas dans tous les kiosques. Évidemment, c'est pas Libération, heureusement d'ailleurs pour nous, parce que bon. Bref, je vais pas cracher encore un peu plus sur la gauche, soi-disant la gauche progressiste, c'est ça plutôt la gauche régressiste, si on peut employer ce terme-là qui n'existe pas. Voilà, mais nous, anarchistes, nous aimons bien employer tout ce qui n'existe pas et faire tout ce qui n'est pas à faire. Bon Le Monde Libertaire, que vous pouvez trouver donc en dépôt de presse, auquel vous pouvez vous abonner aussi à la librairie Publico. Et voilà, il est le numéro de cette semaine qui va se terminer demain, parce que je pense que c'est du 21 au 27, on est de combien aujourd'hui ? 26. Le 26, bah c'est ça, voilà. Alors c'était la couverture pour ceux qui pourraient l'acheter en kiosque, et les Francaouis. Les Francaouis, je vous rappelle que c'est les Français, mais c'était les Algériens qui nous appelaient les Francaouis, sous Tranxène. Voilà, et c'est dans ce numéro, vous pourrez trouver les Ibères en colère. On se doute pourquoi ils sont en colère, hein. C'est pas parce qu'il fait trop chaud chez eux. Un Afghanistan malien, bah, c'est les pétarades là, du général, ou plutôt du maréchal en chef Flamby, et ses exploits au Mali. Le mauvais temps syndical, mais ça c'est permanent. Les médias nous en fument, alors ça c'est encore plus chronique. Pour introduire la chronique effrétique, les nouvelles rugueuses de PSA, vous savez, c'est Peugeot Citroën. Éloge de la production, enfin, évidemment que c'est un éloge qui est chez nous, qui veut exprimer exactement le contraire. Lâchez-nous, Clito et Prépuce. C'est osé quand même, je ne sais même pas. La sécurité militaire, ça donne des boutons. Artiste rebelle à Cuba, bah oui, pourquoi pas. Évolution darwinienne, alors ça c'est une chose qui est récurrent depuis que Darwin a pétaradé sur l'évolution des espèces, conditionnées par le milieu. Ça chinois. Nous on évolue, on est sauf les anarchistes qui n'évoluent pas, conditionnés par le milieu, c'est le contraire. Hein. Bon. Un sage chinois et libertaire, oui, bah pourquoi pas, la sagesse peut être chinoise et libertaire. Une revue est née, alors là, une revue est née, voyons voir, c'est page 20, j'avais page 20, et oui, je pense que je vais vous dire quelle revue quand même, parce que je vais un peu vite là, page 20, voilà, une revue est née, c'est Bienvenue aux fermentations, ah bon, voilà, patote. Association Parterre Verbal, 3 impasse de Poirier, du Poirier à Rochefort, sur machin. Bon, bah oui, je vois pas très bien où est la revue. Il faudrait que je relise ça d'une manière plus approfondie. Mais comme je vais passer le Monde Libertaire à Jean, parce qu'on se le partage, voilà. Et puis que lui, il est tellement impatient de l'avoir pour le mettre dans son... C'est mieux que de le voler, quand même. C'est mieux que de le voler. Lutte des femmes, vie du mouvement, radio, l'agenda des anards, et avec des illustrations d'Aurelio, de Calem, de Gros Gaga, Lardon, La Salade, Nemo, et Schwerzwert et Slow. Il y a des cartoonistes tous très jeunes, tous dynamiques, voilà. Bon, et ils sont pas tout à fait encore sortis du bac à sable, mais on adore ce qu'ils font. N'est-ce pas, mon Jean ? Absolument. Voilà, bah, j'ai fait le tour. Hein. Maintenant, on ne reste plus qu'à ce que mes camarades vous disent au revoir et que moi je vous salue. Moi, je rajoute juste l'annonce pour Publico vendredi à partir de 19h30. Le film The Tech de Avi Lewis et Naomi Klein qui parle de la crise argentine de 2001 et de la reprise par les ouvriers de leur usine en autogestion. Ah, d'accord. Et toi, mon Jean ? Bah, salut à tous. Ah bon, voilà, c'est fait. Salut. Voilà. Bah, je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Et en attendant, Laurent, je vous laisse avec Jacqueline Dulac et son CD Flagrant délice.